Ma belle-mère et mon père sont partis en vacances avec leur fille, me laissant seul et se moquant de moi. Tu ne es rien d'autre qu'une profiteuse, vivant dans notre maison comme si c'était la tienne. Alors je me suis assuré qu'ils ne reviennent pas dans ma maison. Je m'appelle Caroline et j'ai 22 ans. Je viens de terminer mes études universitaires et j'ai une histoire à vous raconter à propos de ma maison. Enfin, techniquement, la maison de ma mère, ou du moins elle l'était jusqu'à ce qu'elle décède d'un cancer intestinal il y a 4 ans et me la lègue. Maman a toujours été du genre à tout planifier, même avant le diagnostic de cancer, elle s'est assurée que tout était en ordre. La maison était à elle, libre de toute hypothèque, elle l'avait achetée avant même de rencontrer mon père, et Dieu merci pour cette prévoyance. Elle s'est également assurée que je connaissais l'existence du testament. Comme ça, tu auras toujours un foyer, m'a-t-elle dit, sa voix ferme malgré tout ce qu'elle traversait. Les choses n'ont pas toujours été aussi compliquées. Le mariage de mes parents a duré 10 ans avant que papa ne décide de nous quitter pour une autre femme. J'avais 9 ans quand il a fait ses valises. Pas de drame, pas de dispute pour la garde ou les biens, il est juste parti. La seule chose à laquelle il a consenti, c'est de payer mes études universitaires. Il a ouvert un compte spécial et y a transféré immédiatement la totalité de la somme pour mes futures études. Je suppose que c'était sa version de la pension alimentaire. Papa a rapidement fondé une nouvelle famille. Sa femme, Lydie, a eu leur fille peu de temps après. Elle a 10 ans de moins que moi. Je leur rendais visite parfois, séjournant dans leur maison de location, mais ça ne me semblait jamais juste. Lydie était occupée avec ma demi-sœur, s'extasiant sur sa dernière réussite ou lui arrangeant les cheveux. Papa travaillait toujours, affirmant qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille. Drôle comme je ne faisais plus vraiment partie de cette catégorie. « Caroline, voudrais-tu te joindre à nous pour le dîner ?» demandait Lydie, mais son ton suggérait toujours qu'elle espérait que je décline. Nous avons cependant gardé des relations cordiales, échangeant des cartes d'anniversaire, des vœux de fin d'année, et participant à l'occasion à des dîners de famille forcés. Tout était très convenable et poli, de cette manière inconfortable qui vous donne la chair de poule. Maman gagnait bien sa vie en tant que comptable principale, alors quand le cancer a frappé, elle a pu se concentrer entièrement sur le traitement. J'avais 14 ans quand nous avons eu le diagnostic. Elle a immédiatement quitté son emploi pour se concentrer sur la lutte contre la maladie. Pendant 4 ans, nous avons vécu entre les visites à l'hôpital et les séances de traitement. Maman ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. Elle a continué à se battre, à planifier, à s'assurer que j'irais bien. Mais le cancer ne se soucie pas des plans. J'avais 18 ans quand elle est morte, quelques semaines seulement avant que je ne doive partir pour l'université dans une autre région. Le chagrin m'a frappé durement, j'arrivais à peine à fonctionner. C'est alors que papa m'a surprise en prenant réellement les choses en main. Lui, Lydie et ma demi-sœur ont emménagé temporairement pour m'aider à surmonter la perte. J'étais trop engourdie pour remettre cela en question à l'époque, trop reconnaissante pour tout soutien que je pouvais obtenir. Nous t'aiderons à traverser ça, a dit papa en passant son bras autour de mes épaules. Lydie a hoché la tête, essayant d'avoir l'air compatissante, tandis que ma demi-sœur explorait ce qui était maintenant ma maison. À la fin de l'été, j'étais confronté à un dilemme. L'université commençait dans quelques semaines et je ne savais absolument pas quoi faire de la maison de maman, ma maison maintenant. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la vendre, mais la laisser vide pendant 4 ans ne semblait pas non plus judicieux. C'est alors que papa a eu sa proposition, un matin au petit déjeuner. « Caroline, dit-il en repoussant sa tasse de café, j'ai réfléchi. Et si nous restions ici ? Nous paierions toutes les factures, entretiendrions l'endroit. Tu n'aurais à t'inquiéter de rien pendant que tu es à l'école. » J'ai regardé Lydie, qui préparait des crêpes sur la cuisinière. Elle s'est retournée et a souri. « Ce serait bien pour nous tous, a-t-elle ajouté. Sophie est déjà inscrite à l'école locale, et la maison serait bien entretenue. Cela avait du sens. Pendant les 2 mois où ils étaient restés avec moi, les choses s'étaient étonnamment bien passées. Lydie avait cessé d'être si distante, et Sophie, ma demi-sœur, avait même commencé à me traiter comme une vraie sœur au lieu d'une étrangère qui apparaissait occasionnellement. Alors j'ai accepté. Avec le recul, cela semblait être la solution parfaite. J'ai emballé les affaires personnelles de maman, gardant ce que je voulais et rangeant le reste au grenier. Je suis parti pour l'université, confiante dans ma décision. Au cours des 4 années suivantes, je suis rentré à la maison pendant les vacances et les congés d'été. Ces visites étaient agréables, en fait. Lydie préparait ses grands dîners de bienvenue.
J'ai fait tes lasagnes préférées, disait-elle, comme si elle avait toujours connu mes plats favoris. Sophie me traînait dans sa chambre pour me montrer ses dernières œuvres d'art ou me raconter les potins de l'école. Pendant les vacances de Noël, nous décorions tous ensemble le sapin. Papa soulevait Sophie pour qu'elle mette l'étoile au sommet, tandis que Lydie et moi nous disputions gentiment pour savoir si les guirlandes étaient kitsch ou classiques. Nous nous asseyions pour boire du chocolat chaud, et parfois, je pouvais presque oublier que ce n'était pas la famille avec laquelle j'avais commencé. Les visites d'été étaient différentes, plus longues, plus détendues. Sophie et moi passions des après-midi à la piscine municipale, et je l'aidais avec ses lectures d'été. Lydie m'invitait à ses réunions de club de lecture, et nous nous amusions réellement à décortiquer le roman d'amour qu'elles avaient choisi ce mois-là. « Ta sœur s'entend si bien avec Sophie », ai-je entendu Lydie dire à papa un soir. « C'est agréable de la voir à la maison. » Cela m'a réchauffé le cœur, comme si peut-être nous étions vraiment devenus une vraie famille. J'appelais régulièrement pendant les semestres, des discussions hebdomadaires avec papa sur mes cours, des nouvelles de Lydie sur l'entretien de la maison, les rosiers que tu as plantés fleurissent magnifiquement, Caroline, et des sessions FaceTime avec Sophie, qui me tenait au courant de ses aventures au collège. Tout semblait parfait. Nous avions créé cette dynamique familiale étrange mais fonctionnelle, construite sur les fondations de la maison de ma mère. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela pourrait s'effondrer si rapidement. Mais je suppose que c'est comme ça avec les maisons, peu importe la solidité des fondations, on ne sait jamais ce qui se passe derrière les murs. Finalement, à 22 ans, mon diplôme en poche et un emploi en vue chez moi, j'étais prête à commencer le prochain chapitre de ma vie. J'avais déjà accepté un poste chez Durand et Associés Finance dans ma ville natale, il m'avait interviewé par Zoom et m'avait offert le poste immédiatement. Tout se mettait en place parfaitement. Du moins, c'est ce que je pensais. Le taxi m'a déposé devant ma maison un après-midi ensoleillé de juin. Je suis resté là un instant, contemplant la vue familière. Les rosiers de maman étaient en pleine floraison, bien qu'ils aient l'air différents de la façon dont elle les entretenait. La pelouse était soigneusement tondue et de nouveaux rideaux pendaient aux fenêtres, de petits changements survenus pendant que j'étais à l'université. En montant l'allée avec mes valises, j'ai cherché mes clés avec un sourire, m'imaginant déjà dormir dans ma vieille chambre ce soir. Mais quand j'ai essayé de déverrouiller la porte, quelque chose n'allait pas. La clé ne tournait pas. J'ai réessayé, pensant que j'étais peut-être juste fatigué du voyage, mais non, la clé ne correspondait définitivement pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, ai-je marmonné, essayant à nouveau la clé avant de finalement abandonner et de frapper bruyamment à la porte, puisqu'il était en plein jour et qu'il pouvait être en train de regarder la télévision. Lydie a ouvert la porte, les yeux écarquillés de surprise. Elle portait un tablier et avait de la farine sur les mains, comme si elle avait été en train de cuisiner. « Caroline. Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai roulé ma valise à l'intérieur, remarquant papa et Sophie dans le salon, tous deux semblant également surpris par mon apparition. Sophie était affalée sur le canapé avec son téléphone, tandis que papa était assis dans son fauteuil préféré ou l'ancien fauteuil de maman, en fait lisant quelque chose sur sa tablette. « Que veux-tu dire ? » « J'habite ici, ai-je dit, regardant autour de moi ce qui semblait être de subtils changements dans la décoration du salon. Pourquoi les serrures ont-elles été changées ? Papa a grimacé, touchant son cou à cette habitude nerveuse qu'il a depuis toujours. Oh, ça. Oui, je les ai changées le mois dernier, pour la sécurité. Tu sais, il y a eu des cambriolages dans le quartier. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit, essayant de ne pas laisser paraître mon agacement, ou m'envoyer une nouvelle clé. Je veux dire, c'est ma maison. Nous ne t'attendions pas, dit Lydie prudemment, les bras croisés sur sa poitrine. Elle avait essuyé la farine de ses mains et paraissait de plus en plus mal à l'aise. Pourquoi pas ? J'ai eu mon diplôme la semaine dernière. Je vous ai dit que je rentrais à la maison pour commencer mon nouveau travail. Je les ai regardés tour à tour, me sentant de plus en plus mal à l'aise. Quelque chose n'allait pas dans leur réaction. Sophie avait même posé son téléphone et regardait la scène se dérouler avec une expression étrange. « Caroline, » intervint soudainement papa en se levant, « pouvons-nous parler au bureau une minute ?» Je l'ai suivi dans l'ancien bureau de maman, mon bureau maintenant, techniquement. La pièce avait toujours les diplômes de maman au mur, sa collection de livres de référence financiers sur les étagères. Il a fermé la porte derrière nous, et j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se tournait pour me faire face. « Écoute, ma chérie, commença-t-il, la voix basse, il y a quelque chose que tu dois savoir. Lydie, eh bien, elle pense que cette maison m'appartient. Je l'ai regardée fixement,
ne comprenant pas, je lui ai dit que c'était ma maison, continua-t-il sans me regarder dans les yeux, que je l'avais donnée à ta mère et à toi par gentillesse après le divorce, et qu'après le décès de ta mère, elle m'était revenue. Elle pense qu'elle vivait juste ici parce que je le lui permettais. J'ai dû rester là, bouche bée devant papa, pendant une bonne minute avant de retrouver ma voix. Mon premier instinct a été de sortir en trompe du bureau et de tout dire à Lydie. Maintenant, je comprenais son regard surpris quand j'étais arrivé. Dans son esprit, je n'étais qu'une profiteuse essayant de squatter leur maison. Je dois lui dire la vérité, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Mais papa m'a attrapé le bras. S'il te plaît, Caroline, supplia-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, donne-moi juste un peu de temps. Je nous trouverai un nouvel endroit où vivre, je te le promets. J'ai juste besoin de trouver comment lui dire sans détruire notre mariage. Détruire ton mariage, ai-je sifflé. Et ce que tu me fais à moi. Il a sorti un trousseau de clés de sa poche, me les tendant comme une offrande de paix. Celles-ci sont pour les nouvelles serrures. S'il te plaît, ma puce, juste quelques semaines, c'est tout ce que je demande. Laisse-moi gérer ça à ma façon. J'ai pris les clés, le cœur au bord des lèvres. D'accord, ai-je finalement dit, mais c'est insensé, papa. Tu le sais, n'est-ce pas? Il a hoché la tête, le soulagement se lisant sur son visage. Merci, ma chérie. Je vais arranger ça, je te le promets. Mais les choses ont commencé à empirer immédiatement. Au dîner ce soir-là, l'atmosphère était lourde de tension. Lydie n'arrêtait pas de me lancer des regards assassins de l'autre côté de la table, toute sa chaleur précédente disparue. La femme qui préparait mes biscuits préférés et m'invitait au club de lecture agissait maintenant comme si j'étais une étrangère entrée par hasard. Encore des pommes de terre, papa, demanda Sophie, complètement inconsciente de la tension. Cela dérangerait-il quelqu'un si je redécorais le salon, demanda soudainement Lydie, sans me regarder. L'agencement actuel est un peu démodé. J'ai serré plus fort ma fourchette, sachant qu'elle parlait de l'arrangement des meubles de maman. Papa a toussé maladroitement et a changé de sujet. Le lendemain matin, je préparais du café quand Lydie m'a coincé dans la cuisine. Elle était encore en robe de chambre, les cheveux en désordre, mais ses yeux étaient vifs et concentrés. « Caroline, dit-elle en s'appuyant contre le comptoir, je pense que nous devons parler de tes projets. » Mes projets? Oui. Quand prévois-tu de chercher ton propre logement, demanda-t-elle nonchalamment, comme si elle demandait la météo. Maintenant que tu as un emploi en vue, tu devrais commencer à penser à déménager. Tu es une adulte maintenant, après tout. J'ai pris une lente gorgée de café, comptant jusqu'à 10 dans ma tête. En fait, j'ai parlé à papa de rester ici pour l'instant. Ça lui convient. Les lèvres de Lydie se sont pincées en une ligne fine, et pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait argumenter. Au lieu de cela, elle s'est simplement retournée et a quitté la cuisine, me laissant seul avec mon café refroidissant et un sentiment croissant d'effroi quant à la façon dont tout cela allait se dérouler. Les 2 semaines suivantes furent comme vivre dans un environnement hostile. L'attitude de Lydie est passée de froide à carrément passive-agressive. Elle lavait accidentellement mes vêtements avec des couleurs qui déteignaient, affirmant qu'elle avait oublié quel panier à linge était le mien. Elle préparait les dîners de famille, mais préparait commodément juste assez pour 3 personnes, agissant surprise quand j'arrivais à table. Si j'essayais de regarder la télévision dans le salon, elle avait soudainement besoin de passer l'aspirateur juste là. Si j'utilisais la cuisine pour préparer le petit déjeuner, elle débarquait et commençait à réorganiser les placards, marmonnant que certaines personnes n'apprenaient jamais à garder les choses en ordre. Elle a même déplacé le vase préféré de ma mère de sa place sur la cheminée vers une étagère d'angle, affirmant qu'il ne correspondait pas à sa nouvelle vision de la décoration. Le pire, c'était de voir Sophie suivre l'exemple de sa mère. Ma demi-sœur, qui quelques semaines auparavant m'envoyait des mèmes et m'appelait pour des conseils sur les garçons, roulait maintenant des yeux chaque fois que j'entrais dans une pièce. Elle a commencé à m'appeler, cette fille, en parlant de moi à ses amis au téléphone, assez fort pour que je l'entende. Malgré la tension à la maison, ma vie professionnelle décollait. J'ai visité Durand et Associés Finance, où ils m'ont montré mon futur espace de travail, un joli bureau d'angle avec vue sur le centre-ville. Mes futurs collègues semblaient amicaux et accueillants, en particulier Sarah de l'équipe d'évaluation des risques, qui m'a proposé de déjeuner avec moi. « Quand commences-tu » demanda-t-elle autour de sandwich. « Dans 2 semaines » ai-je répondu, juste assez de temps pour m'installer à la maison. Ce soir-là, au dîner, j'ai partagé ma date de début avec la famille,
essayant de maintenir un semblant de normalité. Ils m'ont montré mon bureau aujourd'hui. Je commence dans 2 semaines. La fourchette de Lydie a cliqueté contre son assiette alors qu'elle la posait avec un soin exagéré. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux? Une fois que tu auras ton premier salaire, tu pourras commencer à chercher ton propre appartement. Je connais de beaux complexes de l'autre côté de la ville, très abordables pour les jeunes professionnels. J'ai surpris le regard suppliant de papa de l'autre côté de la table, ses yeux semblant me supplier de garder le silence, de maintenir sa supercherie encore un peu. J'ai piqué mes petits pois et n'ai rien dit. Pour éviter la tension à la maison, j'ai commencé à renouer avec d'anciennes amies du lycée. Katia et Jessica étaient toujours en ville, et nous nous retrouvions pour un café ou des virées shopping, retombant dans nos anciennes habitudes comme si le temps n'avait pas passé. Mes rentrées à la maison étaient toujours inconfortables. J'entrais et entendais des conversations étouffées depuis la cuisine ou le salon qui s'arrêtaient brusquement à mon apparition. Papa et Lydie se séparaient comme des adolescents coupables, des papiers étaient rapidement fourrés dans des tiroirs, et de faux sourires se plaquaient sur leurs visages. Samedi matin, je me suis réveillé dans une maison inhabituellement silencieuse. Pas de bruit de Lydie préparant le repas du week-end dans la cuisine, pas de musique de Sophie à fond dans sa chambre, pas de papa regardant le sport à la télévision. Le silence me semblait étrange, comme le calme avant la tempête. J'ai descendu les escaliers en pyjama, vérifiant chaque pièce au passage. La cuisine était impeccable, non seulement propre, mais inutilisée depuis la veille. Le salon était vide, les coussins parfaitement arrangés sur le canapé. Les bottes de Sophie, qui encombraient habituellement l'entrée, avaient disparu. Même la voiture de papa n'était pas dans l'allée. J'ai vérifié mon téléphone, pas de message, pas de note sur l'endroit où tout le monde était parti. Ma première pensée fut qu'ils étaient peut-être sortis prendre le petit déjeuner, mais quelque chose clochait. Ils ne sortaient jamais prendre le petit déjeuner sans au moins laisser un mot. Même pendant ces semaines tendues, ils avaient maintenu cette courtoisie élémentaire. J'ai d'abord essayé d'appeler papa, mais son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. Bizarre. J'ai réessayé plusieurs fois, avec le même résultat, cette voix automatisée me disant que la personne que j'essayais de joindre n'était pas disponible. Un nœud a commencé à se former dans mon estomac. Finalement, j'ai appelé Lydie. Elle a décroché à la 4e sonnerie, juste au moment où j'allais raccrocher. Que veux-tu? Sa voix était tranchante, hostile d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. En arrière-plan, j'entendais des vagues et ce qui ressemblait à de la musique tropicale. Je voulais juste savoir où tout le monde est, ai-je dit, prise au dépourvu par son ton. Je me suis réveillé et la maison était vide. Elle a ri, un son laid et méchant qui m'a serré l'estomac. Oh, on ne te l'a pas dit? Nous sommes aux Seychelles. Vol en première classe, complexe hôtelier de luxe, tout le tralala. Nous ne l'avons pas mentionné parce que, franchement, nous ne voulions pas que tu te joignes à nous et que tu t'attendes à ce que nous payions pour toi aussi. Non pas que tu saches quoi que ce soit sur le fait de payer des choses, toi-même. Quoi? Je ne. Ne t'en fais pas, me coupa TL. J'en ai marre de toute cette situation. Tu n'es qu'une profiteuse paresseuse, vivant dans notre maison comme si elle t'appartenait. Ton père le supporte peut-être, mais moi, j'en ai fini. Sais-tu à quel point c'est embarrassant d'avoir une adulte vivant dans notre maison, mangeant notre nourriture, utilisant nos services publics? Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Je me suis affalé sur l'une des chaises de la cuisine, les chaises de ma mère, en fait mes jambes soudainement trop faibles pour me soutenir. Lydie, Non, tu m'écoutes, gronda TL. Ton père ne t'a jamais aimé. Tu n'étais qu'une obligation. Il a déjà gaspillé assez d'argent pour tes études universitaires, et maintenant tu squattes notre maison comme une princesse privilégiée. Eh bien, j'en ai assez. Pensais-tu que tu pouvais simplement vivre ici pour toujours, profitant de nous pendant que nous travaillons dur pour entretenir cette maison? J'entendais Sophie ricaner en arrière-plan et la voix étouffée de papa disant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Quand nous reviendrons, continua TL, sa voix dégoulinant de venin, je veux que tu sois parti. Tu m'entends? Fais tes valises et sors de notre maison. Si tu es encore là à notre retour, je te jetterai dehors moi-même. Et crois-moi, je ne serai pas tendre. Je me fiche où tu vas. Vis dans la rue si ça te chante. Tu n'es plus notre problème. Oh, et ne t'embête pas à essayer d'appeler ton père. Il est d'accord avec moi.
Il est juste trop faible pour te le dire lui-même. Nous avons déjà bloqué ton numéro. Bonne vie, Caroline. Ou pas. Franchement, je m'en fiche éperdument. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assise dans cette cuisine pendant ce qui m'a semblé des heures, la fureur remplaçant lentement le choc. Ils vivaient dans ma maison, la maison pour laquelle ma mère avait travaillé, qu'elle m'avait laissée. Et ils avaient le culot de me traiter de profiteuse, d'essayer de me mettre à la porte. Eh bien, j'en avais assez de jouer le jeu des mensonges de papa. J'ai bloqué leur numéro sur mon téléphone, mes mains tremblant toujours, mais maintenant de colère plutôt que de douleur. Puis j'ai commencé méthodiquement à parcourir la maison, rassemblant leurs affaires. Les vêtements chers de Lydie, les affaires d'école de Sophie, les clubs de golf de papa, tout étalé dans des cartons et des valises. J'ai travaillé tout le samedi, alimenté par la rage et une amère déception. Dimanche matin, j'avais emballé leur vie et l'avais empilé dans le garage. J'ai trouvé un serrurier ouvert 24h24 qui pouvait venir immédiatement. Il a travaillé rapidement, remplaçant les serrures de toutes les portes. Cela a coûté une petite fortune, mais chaque centime en valait la peine. Quand il a terminé, je lui ai tendu ma carte de crédit, ressentant un étrange sentiment de satisfaction en serrant les nouvelles clés. Lundi matin, j'ai commencé mon nouveau travail chez Durand et Associés. Pendant 2 semaines, je me suis plongé dans le travail, apprenant les ficelles du métier, me faisant de nouveaux amis, essayant de ne pas penser à la confrontation que je savais imminente. J'ai gardé leurs affaires dans le garage, mais j'ai réaménagé la maison comme maman l'avait fait, supprimant toute trace de la vision décorative de Lydie. Puis vint ce vendredi. Je suis rentré du travail en voiture pour les trouver debout là, papa l'air nerveux, Lydie le visage rouge de fureur, et Sophie en retrait avec une moue. Ils devaient juste rentrer de vacances, leurs valises étaient encore dans leur voiture de location. Lydie a commencé à crier avant même que je ne sorte de ma voiture. « Comment oses-tu changer nos serrures ? Comment oses-tu nous enfermer hors de notre propre maison ?» Je suis passé calmement devant eux pour déverrouiller la porte. Lydie a suivi, hurlant toujours. « Nous appelons la gendarmerie. C'est une violation de domicile. C'est notre maison. » Je me suis retourné pour leur faire face, quelque chose en moi finissant par craquer. « Non, Lydie. Ce n'est pas ta maison. Ça ne l'a jamais été. Cette maison m'appartient. Ma mère l'a achetée avant même de rencontrer papa. Elle me l'a laissée dans son testament. La seule raison pour laquelle vous avez vécu ici, c'est parce que je vous l'ai permis, temporairement. » Lydie a ri, mais c'était un son incertain. Elle a regardé papa. « Dis-lui qu'elle ment. Dis-lui que c'est notre maison. » Papa ne rencontrait le regard de personne. Il a juste haussé les épaules, s'affaissant. Elle dit la vérité. La maison, elle a toujours été à elle. J'ai regardé la vérité s'installer, le visage de Lydie passer de la rage au calcul en quelques secondes. Tout son comportement a changé, comme si un interrupteur avait été actionné. « Oh, Caroline, ma chérie, dit-elle en forçant un rire. Tu ne pensais pas que j'étais sérieuse au téléphone, n'est-ce pas? Je plaisantais juste. Tu sais comment je peux être parfois. Tout ce soleil et ces cocktails tropicaux m'ont monté à la tête. Arrête ça, ai-je dit doucement. Mais elle a continué. Nous sommes une famille, tu te souviens? Tous ces bons moments que nous avons passés, les réunions du club de lecture, les dîners de fête. Nous pouvons retrouver ça. Elle a fait un pas vers moi, les bras tendus comme si elle allait m'étreindre. Papa est intervenu alors, sa voix pleine d'émotion. Princesse, je suis tellement désolé. Je sais que j'ai mal géré tout ça. Mais je t'aime, tu es ma fille. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas arranger les choses? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Le père qui est parti quand j'avais 9 ans, qui a payé mes études mais a manqué ma vie, qui a menti sur ma maison, mon héritage, l'héritage de ma mère. Arranger quoi, papa? Le fait que tu aies menti à ta femme en prétendant posséder ma maison. Ou le fait que tu sois resté les bras croisés pendant qu'elle prévoyait de me mettre à la porte. Lydie s'est retournée vers moi avec ce sourire. Caroline, soyons raisonnables. Nous pouvons tous vivre ici ensemble. Nous paierons un loyer. Non, ai-je dit fermement. Nous ne pouvons pas. Vos affaires sont dans le garage. Prenez-les et partez. C'est alors que le masque de Lydie s'est à nouveau fissuré. Espèce de petite ingrate.
Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu mettrais ta propre famille à la rue? Je me sentais étrangement calme en répondant, vous venez de dépenser quoi, 10 000 € pour des vacances de luxe que vous m'avez délibérément cachées. Je suis sûr que vous pouvez vous payer un appartement. Caroline, s'il te plaît, tenta à nouveau papa, tendant la main vers mon bras. Je sais que j'ai tout gâché, mais... Non, le coupez-je. Tu n'as pas tout gâché. Tu as menti. Pendant 4 ans, tu as laissé ta femme croire qu'elle possédait la maison de ma mère. Tu l'as regardée essayer de la redécorer, de la réaménager, d'effacer toute trace de maman. Et quand elle a prévu de me mettre à la porte, tu n'as rien dit. J'allais lui dire la vérité. Protesta-t-il. Quand? Après que je sois parti? Après qu'elle ait fini de faire de ma maison sa maison? J'ai secoué la tête. J'en ai fini. Prenez vos affaires et sortez. Je suis entré et j'ai fermé la porte, ignorant les cris de Lydie sur l'ingratitude et la cruauté. À travers la fenêtre, je les ai regardés charger des cartons du garage dans leur voiture de location. Lydie hurlait toujours, le visage rouge de fureur. Sophie pleurait. Papa avait juste l'air vaincu. Il leur a fallu 3 voyages pour tout emporter. Alors qu'il chargeait le dernier carton, papa a tenté une dernière fois, frappant à la porte. Je n'ai pas ouvert. Ils sont finalement partis alors que le soleil se couchait. Le lendemain, papa a essayé d'appeler d'un nouveau numéro. Caroline, s'il te plaît, supplia-t-il, nous pouvons arranger ça. Non, papa, nous ne pouvons pas, ai-je dit. Lydie a très clairement montré ce que vous pensez tous réellement de moi. Une profiteuse, une obligation, quelqu'un que vous n'avez jamais aimé. Peut-être que c'était ces mots, mais ton silence en disait assez. C'était il y a 2 mois. Je vis toujours dans la maison de maman en ma maison. J'ai repeint les murs, planté de nouveaux rosiers dans le jardin, les refaites miennes. Parfois, je pense à eux, je me demande où ils ont atterri. Mais la plupart du temps, je pense à maman et à la façon dont elle s'est assurée que j'aurai toujours un foyer, quoi qu'il arrive. Papa essaie toujours d'appeler parfois, depuis différents numéros. Je ne décroche plus. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Ce qui est drôle, c'est que je suis plus heureuse maintenant. Mon travail se passe bien, je me suis fait de nouveaux amis au travail, et pour la première fois depuis la mort de maman, je me sens en paix dans cette maison. Parfois, guérir signifie laisser partir des gens, des mensonges, le conte de fées familiales auquel on voulait croire.